Bonsoir à toutes et tous, salut Lilistoff, salut Nawal, salut Wouzid, salut Célibataire, Kaderou Pseudo, salut Kyle, salut Ishtar, salut Glabou, salut Julo, salut Sergio, salut Adadi, salut Super Pampi, salut I'm Groot, you too, ou you, salut, bienvenue aux nouvelles têtes, salut à celles qu'on connaît bien, salut aussi à celles qu'on connaît peu et qu'on a plaisir à rencontrer, donc c'est pour ces 2 bonnes heures de stream ensemble, 2 heures pendant lesquelles vous posez vos questions directement dans le chat, moi je les passe aux invités que je vais vous présenter dans un instant, vous avez le droit de grogner, d'interpeller, de chafouiner, c'est votre espace, c'est ce stream, on le fait ensemble. Au programme de ces 2 heures, un point sur la guerre entre Israël et le Hamas, un zoom sur la situation à Gaza et aussi peut-être un focus particulier sur ce qui se trame à la frontière libanaise. Tout ceci devrait nous emmener jusqu'à 19h, heure à laquelle on reviendra en Europe pour faire un tour d'horizon des enjeux des élections européennes dans les autres pays de l'Union, parce qu'on a beaucoup parlé de la France forcément, mais ailleurs en Europe, on envisage la séquence parfois d'une autre manière, avec des attentes un peu différentes. Ce sera de 19h à 20h pour l'heure et pour l'instant il est à peu près 19h à Beyrouth, il est à peu près déjà demain, à Sydney, Tokyo, il est 16h en temps universel, il est exactement 18h05, passé de 50 secondes, on a un petit peu de retard, mais il est bien sûr l'heure que vous voulez sur Twitch. Bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent. Nous filons à Gaza, où l'armée israélienne a revendiqué tôt ce matin, nous sommes jeudi, une frappe aérienne contre une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens qui abritait, selon elle, une base, entre guillemets, du Hamas et qui a fait au moins 27 morts, selon le mouvement islamiste. Hier, mercredi, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a affirmé qu'Israël était, entre guillemets, prêt pour une opération très intense, on va voir ce que ça veut dire, à la frontière avec le Liban, où le Hezbollah échange quotidiennement des tirs avec Tsahal. Bonsoir Caroline Brandao. Bonsoir. Caroline, vous êtes enseignante en droit international humanitaire, bienvenue. À vos côtés, en face de moi, Guillaume Ancel. Bonsoir Guillaume. Bonsoir. Guillaume, vous êtes un ancien officier français, vous êtes chroniqueur, auteur du blog Ne pas subir. Vous avez par ailleurs commis Saint-Cyr à l'école de la Grande Muette, paru chez Flammarion. Et à vos côtés, toujours en face de moi, David Rigolet-Rose. Bonsoir David. Bonsoir. Vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes enseignant-chercheur, rédacteur en chef de la revue Orient Stratégique. C'est une revue qui est publiée chez l'Harmattan. Chers amis, bonsoir. Merci de passer cette heure avec nous pour répondre à mes questions, mais surtout à celles du chat. Je pense qu'elles seront nombreuses. C'est un sujet qui intéresse beaucoup les viewers. Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, dit qu'Israël est prêt pour une opération très intense à la frontière libanaise. Qu'est-ce qu'il faut lire dans cette annonce et est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalade? Il y a 2 questions dans ma question. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que veut dire le Premier ministre israélien? Oui, c'est pas totalement une surprise parce qu'il y a une multiplication ces dernières semaines de déclarations qui sont pas uniquement le fait d'ailleurs du Premier ministre. Hein. Elles sont le fait notamment de Saki Hanegbi, qui est son conseiller à la sécurité nationale, du chef d'état-major qui dit que l'état de préparation de Tsahal au nord est très élevé, déjà depuis décembre, de Yoav Gallant qui a renouvelé ses déclarations en disant que le moment du retournement de Sablier était proche. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que en réalité, c'est le problème de la présence du Hezbollah au niveau de la ligne, qu'on appelle la ligne bleue, qui est la ligne frontière, qui n'est pas définie de manière évidemment définitive, et le fleuve Litani à environ 30 km. Et il se trouve que les Israéliens considèrent aujourd'hui que ce qui était une forme de statu quo jusqu'au 7 octobre n'est, de leur point de vue, plus tenable. C'est-à-dire qu'ils considèrent que la situation de la présence du Hezbollah, qui normalement devait être invalidée par la résolution 1701 de 2006, qui est à l'issue d'un conflit déjà entre le Hezbollah et Israël, que cette présence qui était plus ou moins tolérée finalement, faute d'autres options, ne peut plus l'être du point de vue israélien depuis ce qui s'est passé le 7 octobre. Et donc, c'est ce qui inquiète évidemment les chancelleries occidentales et qui suscite une mobilisation, notamment des Américains et des Français, pour essayer de trouver une solution, puisque les Israéliens ont fait une forme d'ultimatum plus ou moins explicite, à l'endroit d'ailleurs des Américains qui soutiennent Israël, en disant qu'il y a l'alternative, c'est soit une résolution du problème par la négociation, soit par la force. Et comme la négociation ne semble pas du tout opérer, il y a la multiplication de déclarations de plus en plus martiales qui laissent effectivement, qui fait grandir l'inquiétude de tous les acteurs. Caroline Brandao. Oui, puis ce qu'on peut peut-être souligner, c'est qu'à travers ces déclarations, c'est qu'on constate qu'il va y avoir une multiplication de conflits armés qui vont se superposer. Donc il faut peut-être rappeler qu'on a un conflit armé international, mais on a aussi un conflit armé non international sur le territoire. Et donc on va avoir d'autres conflits armés qui vont émerger. Et ça veut dire à chaque fois des règles de droit qui vont s'appliquer
de manière différente pour chacun de ces conflits armés. Il faut vous expliquer un petit peu, peut-être pour ceux qui nous rejoignent, qui ne sont pas juristes. Alors, dans la guerre, il y a des règles, ça s'appelle le droit international humanitaire ou droit des conflits armés. C'est un droit qui s'applique uniquement en situation de conflit armé, ça ne s'applique pas en situation de catastrophe naturelle, par exemple. Et ce droit, on le trouve où ? Dans les conventions de Genève de 1949. Donc, on peut effectivement s'étonner de dire en 2024, les conventions de Genève... Et leurs protocoles additionnels. Et voilà, les protocoles, moi, je vois que vous connaissez bien, les protocoles additionnels de 1977 vont s'appliquer. Et c'est quand même pas les mêmes règles selon qu'on soit dans un conflit armé international et non international. Donc, à chaque fois qu'on va mener des opérations humanitaires, on va regarder si on est dans une situation de conflit armé international et non international. Et en synthèse, que dit le droit ? Dans un conflit armé international, c'est plus facile d'acheminer l'aide humanitaire, d'amener une négociation, puisqu'on va négocier avec les États. On le voit dans la pratique, on est loin des résultats attendus. Dans un conflit armé non international, c'est compliqué, puisqu'il y a moins de règles, moins de protections qui s'appliquent. Et c'est plus complexe d'interagir sur le plan humanitaire. Guillaume Ancel Guillaume, votre micro. Pardon. Ce sera mieux qu'un micro. Peut-être le remettre dans le contexte. Attention, parce que on voit bien que Benjamin Netanyahou veut rester en guerre et que la pression est très forte actuellement du président américain Joe Biden pour trouver un accord de cessez-le-feu sur la bande de Gaza. Et du coup, Netanyahou donne le sentiment de trouver déjà le conflit suivant pour rester en guerre, pour des raisons personnelles, parce qu'il sait que le jour où il n'est plus le chef de guerre de la société israélienne, la société va lui demander des comptes, et là, à mon avis, il va au-devant de sérieux ennuis. Et deuxièmement, parce qu'il veut rester dans cette relation, très difficile pour les États-Unis. Son objectif politique, c'est que Trump puisse s'imposer aux élections présidentielles américaines et lui trouverait un soutien qu'il n'a plus chez Joe Biden. Alors qu'à contrario, le président américain, qui est actuellement sur le sol français, veut absolument sortir de ce conflit. Il faut se souvenir que pour lui, c'est un enjeu électoral très important, mais c'est très important aussi pour la guerre en Ukraine. Parce que les Américains n'ont pas des capacités militaires extensives. Et donc, tant qu'ils sont phagocytés en partie par la guerre à Gaza, ils ont beaucoup de mal à se concentrer sur ce qui se passe en Ukraine. Or, les Européens voudraient que les Américains reviennent, je dirais, de plein pied sur la guerre en Ukraine. Ils ne le feront pas tant qu'ils auront le sentiment qu'Israël est dans une situation difficile, parce qu'ils savent que c'est leur garantie internationale qui permet à Israël, dont je rappelle que c'est une toute petite nation qui a toujours été menacée par des voisins hostiles, il faut qu'ils donnent la garantie qu'ils apportent bien cette assurance vie. Et à contrario, je voudrais rappeler aussi qu'en fait, aujourd'hui, il y a 3 conflits, dont le premier masque les autres. Il y a ce conflit à Gaza qui est d'une violence absolue, sur lequel on y reviendra tout à l'heure. Les bilans sont, à mon avis, complètement faux, compte tenu de la violence des bombardements. Encore aujourd'hui, Tsahal annonce un bombardement contre une école de l'UNRWA, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que Tsahal a mené 300 bombardements ce jour. C'est l'armée israélienne. L'armée israélienne. Donc on est bien sur des campagnes de bombardement totalement disproportionnées sur un camp de réfugiés. Il y a cette menace contre le Hezbollah, où quand même il y a des échanges de tirs d'artillerie pratiquement au quotidien. Et puis, il ne faut pas oublier le conflit en Cisjordanie, qui est quand même un conflit d'une très grande violence. Il y a plus de 500 morts depuis qu'on regarde le conflit à Gaza, alors qu'il y a une espèce de guerre civile en Cisjordanie qui est d'autant plus violente qu'elle met en perspective le fait que c'est une colonisation proscrite par le droit international que mène Netanyahou. Et donc les 3 reliés sont très inquiétants parce qu'on a l'impression qu'il installe Israël dans une guerre permanente, là où tout le monde aspire à la paix. David, je vous vois acquiescer. Oui, effectivement, il y a une articulation de plusieurs théâtres et c'est ça qui est très préoccupant. Parce que ça n'est pas uniquement la guerre à Gaza. Il y a une extension et potentiellement une logique escalatoire. Alors effectivement, qui fait probablement le jeu personnel politique de Netanyahou, mais la difficulté justement, et c'est ça qui rend la situation particulièrement dangereuse, c'est que même si Netanyahou partait, et il aurait des comptes à rendre, des comptes très lourds, vraisemblablement, s'il y avait une commission, et il y aura une commission de toute façon, et en général, les commissions israéliennes sont d'une sévérité, elles sont extrêmement sévères. On peut peut-être en parler maintenant. Qu'est-ce qui pourrait se passer concrètement pour Benjamin Netanyahou si ce type de commission se tenait ? D'abord, il y a sur les responsabilités politiques.
du Premier ministre. Alors, politique, on sait. De la politique qu'il a menée ces dernières années. Notamment en favorisant la colonisation en Cisjordanie et en implicitement, objectivement, faisant le jeu du Hamas pour dévaluer la légitimité de l'autorité palestinienne qui aujourd'hui effectivement est discréditée. Et puis effectivement une logique, on va dire, oui, de partition et de réduction des territoriale avec des annexions. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, même s'il partait, c'est-à-dire que ça n'ouvrirait pas forcément les perspectives qu'on pourrait souhaiter. C'est ça la difficulté. Et il faut remonter au 7 octobre. C'est-à-dire que la population israélienne, pour aussi critique soit-elle vis-à-vis à l'endroit de Netanyahou, ça c'est une réalité. On le voit avec les manifestations. Mais pour autant, on a une perception de la menace qui n'invaliderait pas des projets d'extension militaire. C'est ça le problème. Et on voit bien que c'est ce qui se dessine avec le Liban, notamment. Pas seulement, mais avec le Liban. Et d'ailleurs, il y a des déclarations de Yoav Gallant, le ministre, justement après le 7 octobre, selon laquelle il considère que les guerres limitées ne sont plus d'actualité. Et c'est très préoccupant comme déclaration, parce qu'effectivement, il acte le fait que par rapport aux séquences précédentes qu'il y avait justement, soit à Gaza, soit contre le Hezbollah, il y avait un caractère limitatif en fait, en termes séquentiels. Et là, il y a l'intégration du fait qu'il y a la possibilité d'un élargissement en fait du conflit sur une échelle beaucoup plus importante. Voilà. Et donc c'est ça qui effectivement interroge et suscite les plus grandes inquiétudes, bien sûr. Il y a plein de questions dans le chat. Il y a Petit Tofu qui nous a rejoint. Salut Petit Tofu. Salut Yann Amat. Salut Isaac. Je vais prendre vos questions dans le désordre. J'ai lu notamment la question d'Isaac, celle de Petit Tofu, celle aussi de I'm Groot You. Je ne sais pas prononcer ton pseudo, pardon. Je vais les poser dans le désordre. Une question peut-être pour vous, Caroline, vous êtes juriste. Il y a Petit Tofu qui nous dit le droit dans cette région, on a plutôt tendance à s'en servir comme paillasson dans cette zone. C'est le cas? Mais il y a une centaine de conflits armés aujourd'hui. Et de manière générale, on peut se poser la question, est-ce que le droit international humanitaire est respecté? Est-ce qu'il y a même une volonté de le respecter? Ou est-ce qu'effectivement, on s'essuie les pieds sur ces conventions de Genève de 1949? Alors, il y a vraiment, je pense, un élément important, c'est... Certes, aujourd'hui, c'est absolument pas satisfaisant en termes de respect du droit et on assiste tous les jours à des violations graves du droit international humanitaire. Mais en même temps, il ne faut pas faire le jeu de dire les conventions de Genève de 1949 ne servent à rien. Les traités qu'on a pu ratifier aujourd'hui, je pense à la Convention sur les mines antipersonnelles de 1997, l'existence de la Cour pénale internationale avec le statut de Rome, on ne doit pas tout rejeter en bloc, ce serait trop facile. Il faut au contraire conserver les acquis qu'on a eu du mal à avoir, c'est quand même des longs processus de négociation, faire le constat qu'effectivement aujourd'hui, ce n'est pas suffisant, qu'il faut peut-être trouver d'autres alternatives, pour pouvoir mettre en œuvre des mandats d'arrêt, pour pouvoir voir une justice qui se met en place et qu'on n'attende pas 10, 15 ans, 20 ans avant qu'il y ait des tribunaux, une justice pénale internationale. C'est ça qu'il faut mettre en place. À cet égard, il y a Isaac, salut Isaac, qui nous a rejoint, qui pose cette question, c'est qui peut croire un instant que Netanyahou fera une seule journée de prison? Est-ce qu'il est possible que Benjamin Netanyahou soit un jour emprisonné? Donc on a quand même un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Donc le crime de guerre serait constitué par le fait d'avoir violé un certain nombre de principes dans la conduite des hostilités. On en parlait tout à l'heure, principe de proportionnalité, c'est-à-dire que dans l'attaque, les attaques sont disproportionnées, sont dans des zones urbaines, vont toucher des écoles, des hôpitaux, le personnel humanitaire, de santé, etc. Principe de distinction, on ne fait pas la distinction entre un combattant et un non-combattant. Donc ça, c'est constitutif d'un crime de guerre. Et puis également, crime contre l'humanité, c'est-à-dire que c'est dans un plan qui est systématisé de vouloir viser la population civile. Donc ces éléments vont faire l'objet d'une enquête. Est-ce que pour autant, va y avoir des mandats d'arrêt, des arrestations et un jour potentiellement de la prison? Ça, c'est toujours difficile à dire. Mais bon, moi j'ai envie de parler de l'affaire Pinochet, Milosevic. Il y a des choses qui se passent longtemps après. Je pense qu'en 2024, on a envie que ça aille plus vite. Donc il y a tout un travail à faire sur la justice pénale internationale.
Il y a une pression internationale qui est indéniable sur le sujet, hein. Même si Netanyahou dit « mais moi j'en ai rien à faire », mais il sait très bien que s'il est sous le coup d'un mandat, par exemple, Je vous coupe, Guillaume. international... Il y a Yankee qui dit comment protéger le droit international quand le Congrès américain réclame des sanctions sur les procureurs de la CPI, la Cour pénale internationale. Le Congrès américain, à ma connaissance, n'a pas ratifié la CPI, mais par contre, Benyamin Netanyahou, s'il est poursuivi par la Cour pénale internationale, il ne peut plus venir en Europe. Et ça, c'est un sacré obstacle. Ça veut dire qu'il ne peut plus se rendre pratiquement dans la moitié du monde parce que il risque d'être arrêté et d'être remis à la Cour pénale internationale. C'est pour ça qu'il était inquiet d'ailleurs. Voilà. Donc ça les fait parer parce qu'en plus, il n'y aurait pas que lui, il y aurait sans doute son ministre de la Défense, il y a d'autres personnes qui peuvent être incriminées. Donc le fait qu'on n'aille pas à le chercher pour le mettre en prison aujourd'hui, bien sûr, c'est un obstacle, mais il sait très bien, lui, que c'est une véritable menace à moyen terme. Je voudrais revenir à 2 secondes sur la violation, à mon avis, la plus importante en termes de la conduite de la guerre, qui vraiment constitue, en tout cas qui pour moi relève du crime de guerre. C'est la disproportion de la réaction de l'offensive Netanyahou. Personne ne dénie le droit au gouvernement israélien de combattre le Hamas, surtout après l'attaque terroriste du 7 octobre, qui fait 1400 morts et disparus. Le problème que cela pose, c'est qu'il ne s'attaque pas au Hamas, il s'attaque à la bande de Gaza. Donc pour moi, il y a une très grosse différence, sauf à dire que la bande de Gaza et donc les 2,4 millions de Palestiniens qui sont là sont le Hamas. Mais ça, c'est un principe de non-discrimination. On ne peut pas assimiler une population à un mouvement terroriste. Donc ça est une violation évidente du droit. En termes de guerre, moi je m'intéresse au sujet de la guerre, je suis un ancien officier d'artillerie. Je suis choqué des moyens qui sont utilisés par Tsahal, alors que l'armée israélienne est particulièrement expérimentée dans la lutte antiterroriste. Quand elle doit aller chercher un chef du Hamas dans la banlieue de Beyrouth, elle est capable de le tuer en faisant 3 morts, et les 2 autres morts, ce sont des gardes du corps. Donc elle sait faire une frappe ciblée. Elle sait parfaitement que dans la lutte antiterroriste, on ne combat pas un fantôme, parce que les terroristes sont toujours des fantômes. Ce n'est pas du tout une armée conventionnelle comme celle du Hezbollah, avec des casernes, des stocks d'armes, des quartiers généraux. On ne combat pas ça avec des bombes aériennes d'1 tonne. Or, la moitié des bombardements aériens qui sont conduits par les Israéliens sont aujourd'hui faits avec des bombes d'1 tonne, dont je rappelle, pour ceux qui n'ont pas eu la chance de les utiliser, qu'une bombe d'1 tonne, c'est fait pour détruire, pour imploser, pour faire s'effondrer un immeuble de 4 étages sur lui-même. Donc là, on n'est pas du tout dans « je cherche à tuer un milicien du Hamas que j'ai essayé d'identifier », ce qui relève d'ailleurs, de quasiment de l'impossible, parce qu'un milicien par nature, c'est un civil qui a pris une arme à un moment. Et donc, on n'est pas du tout dans le cas d'une guerre conventionnelle. Mais de faire effondrer l'immeuble dans lequel est passé un milicien du Hamas sous prétexte qu'on le pourchasse, et donc de tuer à chaque fois 10 personnes qui n'ont rien à voir avec ce milicien-là, ça relève du crime de guerre. Or, aujourd'hui, je fais un calcul d'artilleur, parce que malheureusement, depuis le début de l'année, il n'y a plus d'état civil sur la bande de Gaza qui permettent de tracer les morts, on va dire, pour caricaturer, que le thermomètre a été cassé, donc plus personne ne sait combien il y a de morts. Aujourd'hui, on peut estimer, du fait de la fréquence et de l'importance des bombardements et des moyens qui sont utilisés, qu'on doit se situer autour de 70 000 morts. Je parle d'hypothèse basse, d'accord ? À 300 bombardements par jour, un bombardement est censé en moyenne faire un mort, sinon on ne bombarde pas. On est plutôt à 300 morts par jour, 9 000 par mois. On se situe autour de 70 000 puisqu'on est quasiment à 8 mois de conflit. 70 000 morts, vous multipliez par un coefficient de 3,5 pour avoir le nombre de blessés, vous êtes pratiquement à 300 000 victimes, morts et blessés dans ce conflit. C'est 10% de la population, c'est plus de 10% de la population. Et ça, c'est inacceptable. Il n'y a jamais eu 60 000 miliciens du Hamas. On estimait en gros qu'ils étaient entre 10 et 20 000. Et donc ça veut dire qu'en proportion, chaque fois qu'Israël a frappé à cause des ordres de Netanyahou, parce que c'est lui qui fixe le taux de dommages collatéraux, on est dans un taux de pertes civiles qui se situe entre 80 et 90%. Et donc là, c'est plus une guerre, c'est un nom, ça s'appelle un carnage. David Rigoulet. Oui, alors, c'est le principe de la proportionnalité, effectivement, mais c'est l'application d'une théorie qui avait été faite contre le Hezbollah, qui s'appelle la doctrine de Daïa, en fait, qui était appliquée au Liban, c'est-à-dire que la réponse doit être hors de proportion pour pouvoir être dissuasive ultérieurement.
Effectivement, c'est en partie cette doctrine qui est appliquée là, ce qui explique le nombre très élevé de pertes civiles. Et ça devient une impasse. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'il y a une étude qui vient d'être produite justement en Israël sur les officiers de Tsahal. Et le taux d'officiers qui ne souhaitent pas renouveler leur engagement, c'est sans précédent par rapport aux autres conflits, ce qui traduit un vrai questionnement, un malaise profond de gens qui sont des soldats expérimentés, hein. Ce ne sont pas des conscrits. Enfin, et donc, ça soulève beaucoup de questions pour l'establishment militaire, évidemment, au regard de la conduite du conflit actuel. Il y a Haro, salut Haro, qui nous a rejoint, qui dit c'est une doctrine complètement débile, c'est la meilleure façon de radicaliser les gens. Alors derrière le propos un peu cru de Haro, il y a qu'est-ce qui va se passer après, en fait, de ces gens qui resteront après. Alors, c'est intéressant de mentionner également que c'est toute la chaîne de commandement. Donc, c'est toutes les personnes qui vont obéir aux ordres, qui se trouvent responsables de ces violations du droit international humanitaire. Donc, ce n'est pas non plus tout en haut de la chaîne, mais c'est aussi tout en bas. Sauf ceux, justement, qui ont refusé d'obéir. Il y en a beaucoup. Et il y en a beaucoup parce qu'on a le devoir en tant que militaire de refuser un ordre qui est contraire au droit international humanitaire. Et ça, c'est inscrit dans l'ADN, justement, des militaires. Et ils le savent très bien parce que c'est leur responsabilité qui est engagée. C'est un point crucial qu'évoque Caroline. Parce que quand on a cette image totalement dépassée de l'armée où les gens sont là pour obéir, c'est qu'on oublie que depuis le procès de Nuremberg, après la Deuxième Guerre mondiale, il a été clairement établi qu'un officier est totalement responsable des ordres qu'il donne. Un sous-officier, on peut considérer que c'est un technicien et qui déploie quelque part la maîtrise d'une arme ou d'un armement, d'un système qu'on lui a demandé. Un soldat, on considère qu'il n'a pas de pouvoir de décision, qu'il est là dans l'exécution. Mais les officiers, en tout cas, sont totalement responsables des ordres qu'ils donnent. Et il n'y a aucun cas où la justice a accepté d'entendre comme excuse de « j'ai obéi à un ordre ». D'un lieutenant à un général, à partir du moment où c'est bien le gouvernement Netanyahou qui fixe les ordres d'engagement, ce n'est pas Tsahal, ce n'est pas l'armée israélienne. Mais à partir du moment où le gouvernement Netanyahou, par exemple, a accepté qu'on ait un taux de perte qui soit entre 8 et 9 civils pour un milicien du Hamas, eh bien, les officiers qui acceptent de déployer ces bombardements sont co-responsables de cette politique. Donc ça va poser une question. Aujourd'hui, on parle du Premier ministre, c'est normal, c'est la responsabilité politique. On parle du ministre de la Défense, parce que c'est lui qui va déployer quelque part cette politique. Mais derrière, il y aura toute une question de la responsabilité de Tsahal. Moi, j'ai quelques sources, j'ai quelques camarades dans Tsahal qui me font part de leur profond malaise, parce qu'ils savent très bien que ce qu'ils font est inefficace. Ils savent que militairement, on ne détruit pas une organisation terroriste avec des bombes. Personne n'y est jamais arrivé, donc ils ne voient pas pourquoi ils y arriveraient. Qui détruisent des familles entières de Palestiniens qui vont vouer leur haine pendant 20 ans à Israël. Donc ils sont en train de garantir le recrutement du Hamas pour 20 années. Et surtout, ce qu'ils disent, et c'est frappant, c'est que c'est une impasse. C'est-à-dire que le jour où ils vont s'arrêter, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ce champ de ruines, à moins que l'objectif soit de faire un champ de ruines. Alors, pardonnez-moi, j'ai perdu le fil du chat. Il y avait une question. On avait dit que, enfin, moi, j'avais pas prévu qu'on en parle, mais on en parlait avant qu'on lance le stream. On en parlait à 3. Il y a Nour Comics qui dit c'est pas une guerre, c'est un génocide. Le titre du live est trompeur. Est-ce que c'est un génocide ? On peut peut-être rappeler la définition du génocide. C'est l'intention, et ça c'est fondamental, de détruire en tout ou en partie un groupe parce qu'ils partagent la même nationalité, la même religion. Donc c'est cette intention que le magistrat va devoir reporter à travers des faits qui avaient cette volonté qui est manifestée. Et ça, c'est particulier. Et c'est difficile parce qu'on n'est pas sur place toujours d'avoir les faits et les éléments. Donc ça va être intéressant de voir aussi le travail que va faire la Cour pénale internationale à ce niveau-là, puisque pour l'instant, elle s'est plutôt prononcée sur crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ça, c'est la Cour pénale internationale. Mais regardez aussi ce qui se passe du côté de la Cour internationale de justice, qui, elle, donc, parle d'un possible génocide. Donc là, ça va être intéressant de voir dans le temps, parce que là, ce sont des mesures conservatoires, on n'est pas encore dans une décision définitive, l'évolution des décisions qui sont prises.
Alors, sur le sujet du génocide, qui est un sujet qui me touche particulièrement, parce que moi j'ai été élevé dans la culture de la Shoah, et je fais partie de ces générations qui a cru au plus jamais ça. Sauf qu'en 7 ans, j'ai traversé 3 génocides. Donc j'ai commencé petit au Cambodge, c'est quand même très impressionnant, 3 millions de la population qui disparaît du fait des Cambodgiens, en plus, sans aide extérieure, effrayant. Et puis après, je pars au Rwanda. 1 million de morts, sous nos yeux, hein, avec la France qui est du côté des génocidaires et qui explique qu'elle veut arrêter les massacres, sauf qu'elle n'arrête pas les génocidaires qui sont juste ses alliés. Léger problème. Et puis je pars avec la Légion étrangère, à Sarajevo, j'assiste au massacre de Srebrenica, qui a été qualifié de génocide par le tribunal pénal international pour la Yougoslavie. Donc forcément, cette question de génocide, elle m'interroge au premier chef. Je dirais que, et là cette fois je ne parle pas en tant que juriste, c'est Caroline qui est juriste. Moi je suis un ancien officier. Je dis ce que je vois sur la bande de Gaza, c'est un crime de guerre dans les grandes largeurs, parce que répété tous les jours sur une période longue, est donc totalement conscient. On ne peut pas dire que c'est un accident, c'est conscient, mais pas un génocide. Pourquoi ? Parce que l'armée israélienne a les moyens de massacrer la population palestinienne. Alors je rappelle que la population palestinienne sur la bande de Gaza est estimée à 2,4 millions. Aujourd'hui, je pense que je fais partie des rares analystes qui disent, attendez, les bilans sont faux, on est plutôt à 70 000 morts qu'à 35 000, comme on essaye de le raconter. Donc je ne pense pas être un sous-estimateur de ce qui se passe sur place, même si c'est une hypothèse basse. Mais ça n'a rien à voir avec une situation où il y aurait 600 000 morts. S'il y avait 600 000 morts aujourd'hui parce que l'armée israélienne cherchait à massacrer systématiquement la population, elle en a les moyens. Là, on parlerait d'une intention génocidaire. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit très clairement, c'est que l'armée israélienne a reçu comme ordre du gouvernement Netanyahou de détruire l'infrastructure. C'est-à-dire tout ce qui permet à un peuple de vivre ensemble sur un territoire, mais pas de détruire le peuple palestinien. Donc pour moi, on n'est pas sur un génocide, même si c'est après au juge, justement, de déterminer si il y a une crainte d'un génocide. C'est ce qu'a dit la Cour internationale de justice. Attention, je rappelle que la Cour internationale de justice a ordonné à Israël de stopper son offensive contre Rafah, qui a commencé le 7 mai. Et honnêtement, ce qui est consternant, c'est de voir que Netanyahou ne s'est pas arrêté une seconde et qu'il poursuit cette offensive jour après jour. Pourquoi ? Parce que c'est la seule partie de la bande de Gaza qui n'a pas été ravagée, comme la partie nord et la partie centre. David Rigoulet. Oui, pour aller dans le sens de ce que tu disais, effectivement, il y a des définitions quand même très, très strictes. Et ce qui est important, c'est de ne pas banaliser, justement, parce que si on banalise... Qu'est-ce qu'on aura après en plus Oui, d'abord, il y a une inflation. Il y a une inflation qui dévalue en plus la caractérisation d'une situation. Pour ce qui est d'éventuels crimes de guerre, oui, il y en a qui sont d'ores et déjà... caractérisé, puisque au regard de ce qu'on a évoqué sur certaines pratiques militaires. Mais effectivement, la question du génocide, elle a tendance à être mobilisée, parce que ça fait référence évidemment à un émoi légitime, mais il faut être quand même très, très circonstancié en la matière. D'ailleurs, si calcul il devait y avoir, ce serait plutôt une expulsion de la part de certains ministres d'extrême droite, ce qui invaliderait justement la logique strictement génocidaire en tant que telle, en termes juridiques. Mais là, je laisse ma collègue en parler. Mais en tout cas, c'est le fait éventuellement d'expulser la population palestinienne. Alors pour le coup, qui constituerait également un crime de guerre. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut bien distinguer les registres, parce que sinon, il y a une banalisation qui est extrêmement dangereuse et qui après relativise en fait toutes les situations qui peuvent se présenter. Et le droit est là justement pour discriminer. C'est ça le fond du droit, précisément. Pour le dire grossièrement, chaque fois qu'il y a un conflit armé, on parle de génocide. Pardon, mais c'est pas une manière de faire. C'est pas. D'abord, c'est quelque chose de très particulier et d'absolument déterminant, un génocide. Et donc, oui, là, il y a une guerre d'une violence inouïe. Oui, il y a des crimes de guerre. Il y a, je pense, assez probablement des crimes contre l'humanité. Pour l'instant, l'intention génocidaire, moi, je ne la vois pas dans le comportement de l'armée israélienne sous commandement de Netanyahou, qui est pourtant
un gouvernant que je déteste fondamentalement. Mais je ne vois pas d'intention génocidaire. Il y a Spécie dans le chat qui dit « C'est fou, le temps de parole passé à débattre sur les termes de génocide, etc. Alors que génocide ou pas, les faits restent les mêmes. Ce sont des assassinats d'hommes, de femmes, d'enfants. C'est la destruction de tout ce qui permet au peuple de vivre dans cette zone, emprisonnement, torture, exécution, etc. » C'est un petit peu ce qu'on vient de dire. Caradoc, de son côté, nous dit « Cette guerre met aussi en évidence les faiblesses du système politique israélien. Rien ne peut arrêter Netanyahou. La Knesset est impuissante. » C'est le cas ? David, pour vous peut-être. On peut pas totalement dire ça parce qu'il y a Benny Gantz qui a mis notamment un ultimatum à l'horizon, enfin pour le 8 juin justement au Premier ministre, justement pour la question du jour d'après. En fait, le problème de fond, c'est la dissociation entre l'opération militaire, quels sont les buts de guerre, et l'horizon politique qui serait une nécessité absolue. Et effectivement, l'obstruction, c'est Netanyahou. D'ailleurs, c'est ce qu'a stigmatisé Biden. Hein. Il l'a dit de manière plus ou moins explicite en disant que le problème, c'était Netanyahou. Et donc, il y a d'autres responsables politiques qui envisagent évidemment la question du jour d'après. Simplement, c'est un animal politique, Netanyahou. Il a bien verrouillé et il profite justement, il connaît son pays et il profite du choc qu'a représenté le 7 octobre pour justement faire coïncider son destin politique avec la gestion justement opérationnelle de la guerre. C'est là où c'est très, très compliqué parce qu'évidemment, il est tenu, lui, c'est le paradoxe, il est tenu par ses Dominiques d'extrême droite, mais effectivement, il ne peut pas transiger notamment avec ses adversaires politiques. Donc en fait, on est dans une situation complètement insoluble, sauf s'il y avait des élections. C'est le problème, l'enjeu aujourd'hui, ce que demande Benny Gantz d'ailleurs, à l'horizon de septembre. Yair Lapid, qui est à gauche, demande même avant. Et certainement, le résultat ne lui serait pas favorable. C'est pour ça qu'il ne veut pas de ces élections. Oui. Et à mon avis, c'est aussi pour ça qu'il ne veut pas d'un cessez-le-feu. Oui, ce qui pose un sacré problème. Je reviens quand même 2 secondes en arrière parce qu'il faut le rappeler, on l'évacue trop vite. Hein. L'attaque du 7 octobre, là, en tant qu'analyste militaire, c'est une attaque terroriste. D'accord. Après, le Hamas a essayé d'expliquer que en fait, c'est pas ça qu'ils voulaient faire. Non, pardon, c'est ça qu'ils ont fait. Ils se sont préparés sans doute pendant une année. Et ils ont filmé ces violences dont on retrouve d'ailleurs des stigmates assez inquiétantes des méthodes de Wagner. On pense qu'ils ont été aidés par des Iraniens parce qu'ils n'étaient pas capables de monter tout seuls une opération de cette ampleur. Et ils ont vraiment cherché à marquer dans le domaine de la terreur. Donc qu'on ne vienne pas me raconter que c'est un sujet de résistance. Ce n'est pas une résistance, c'est une opération de terrorisme qui a été conduite le 7 octobre. Après, la guerre que mène Netanyahou, c'est une guerre totalement disproportionnée, qui est un carnage. Et là, la question aujourd'hui, c'est qu'on le voit bien depuis 10 jours, le président Biden essaye de coincer Netanyahou en disant « J'ai pris votre proposition de paix, celle qui est issue de son cabinet, je la propose au Hamas, et le Hamas semble dire qu'il est d'accord. Donc, on fait un cessez-le-feu. Attention, c'est un cessez-le-feu prolongé, ce n'est pas un cessez-le-feu de quelques jours. C'est un cessez-le-feu qui se compte en semaines et qui fait que très clairement, ça mettrait fin à cet épisode d'affrontement, c'est même pas un affrontement, de bombardement massif. On voit bien que l'attitude des deux est absolument ambiguë. Netanyahou fait tout pour qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu et le Hamas est son meilleur ennemi pour danser ce tango morbide. Pourquoi ? Parce que le Hamas l'a dit dès le début de la guerre, son objectif, c'est d'instaurer un état de guerre permanent contre Israël. Et Netanyahou, on a l'impression qu'il ne peut survivre politiquement que s'il est en guerre. Donc c'est sûr que si on compte sur ces deux-là pour sortir de la guerre, on n'est pas sorti de l'impasse. Et pour moi, la question de fond, c'est plutôt à quel moment les Américains disent maintenant, ça suffit. Et le ça suffit est techniquement très dur, parce qu'en fait, l'armée israélienne n'a jamais eu de stock de munitions. Donc elle est totalement dépendante des approvisionnements au quotidien de l'armée américaine. Et pour autant, il faut comprendre que dans la logique américaine, le jour où ils arrêtent d'approvisionner l'armée israélienne, ils mettent en danger l'existence même d'Israël, qui est encore une fois entourée de voisins hostiles. Et donc, c'est l'assurance vie avec un assureur qui dirait « si jamais je retire mon assurance, de toute façon, mon client, il est mort ». Donc, c'est une situation intenable dans laquelle est le président Joe Biden. Et je pense que le plus grand défi aujourd'hui, c'est celui des Américains, d'arriver à voir à quel moment ils peuvent tordre le bras de Netanyahou et imposer
de stopper cet affrontement qui est absolument sans issue et qui est totalement sordide en termes de résultats, sans mettre en danger l'avenir d'Israël. Juste après, en réalité, c'est une situation où tout le monde est piégé. C'est ça le problème. Et tout le monde cherche une sortie et personne ne la trouve. Et chacun est piégé par les contradictions qui relient les différents acteurs. Caroline Brandao. Et justement, ça rejoint la question du jour d'après, c'est qu'il n'y a jamais eu dans les négociations ou dans les appels à cesser le feu d'intermédiaire neutre. Et c'est ça la difficulté, c'est comment on peut arriver à une situation où on imagine une paix, une reconstruction, alors qu'on n'a toujours pas de nouvelles de certains otages, donc des familles qui attendent toujours des nouvelles, qu'il y a des enquêtes aussi en cours sur l'acte de terrorisme du 7 octobre qui est constitutif d'un crime de guerre et d'un crime contre l'humanité, il faut le dire, que des viols ont été utilisés comme armes de guerre. Ça fait l'objet également de ce qui est mentionné par la Cour pénale internationale et qui va faire l'objet également d'enquêtes. Et tous ces éléments ne permettent pas en fait de penser à l'après, parce qu'on n'a toujours pas de réponse à des interrogations des familles qui ne savent toujours pas où sont leurs proches. Et ça, c'est difficile d'avancer sans intermédiaire, qui pourrait être une organisation humanitaire, un État, mais qui n'est pas de lien stratégique ou dans le domaine de l'armement, qui pourrait amener une réflexion, une négociation. On n'a même pas un début, en fait, de dialogue possible. Je dis un mot sur les buts de guerre, parce qu'ils sont très importants dans cette affaire, parce qu'ils sont faux. Alors, on sait bien que tout l'art de la guerre, c'est le camouflage, mais c'est quand même assez grossier d'avoir vendu aux Israéliens, je pense à Netanyahou, qu'il allait détruire militairement le Hamas, alors que c'est quand même une des nations qui est la plus avancée dans la lutte antiterroriste et qu'on n'a jamais détruit militairement une organisation terroriste. Ça n'existe pas. Les Français en ont fait encore l'amère expérience au Sahel récemment. Et deuxièmement, qu'il allait libérer les otages. Alors, moi, j'ai fait la recherche d'otages. Ça ne se fait pas avec des bombardements, avec des bombes d'une tonne. Hein. Je ne connais pas de manière plus inversée de le faire. Malheureusement, aujourd'hui, on estime qu'il reste probablement que quelques dizaines d'otages en vie. Ce qui est dramatique pour les familles qui, elles, se raccrochent encore à l'idée qu'elles vont pouvoir récupérer un des leurs. Alors que sur les 130 qui sont réputés être aux mains du Hamas, aujourd'hui, si on reste 30 ou 40 qui sont encore en vie, je dirais c'est exceptionnel. Et chaque semaine de bombardement diminue leur espérance de vie. Et du coup, ça interroge sur, mais quel est le véritable objectif de guerre ? Je pense qu'en fait, Netanyahou l'a écrit dans son livre, Bibi A Story, qui a été publié il y a 2 ans, et dans lequel il dit que, en fait, on ne pourra jamais, Israéliens et Palestiniens, coexister. Et que par conséquent, la seule manière de faire, c'est pas de détruire les Palestiniens, c'est de faire en sorte qu'ils ne vivent plus comme voisins des Israéliens. Et je pense que son objectif réel, en tout cas ça correspond aux destructions qui sont commises sur la bande de Gaza, ça consiste à transformer en champ de ruines la bande de Gaza pour que les Palestiniens, quand la guerre s'arrêtera, n'aient pas d'autre alternative que de fuir. Et quand on me dit « Ah bah oui, mais personne ne voudra les accueillir », mais pas du tout. Dans tous les exodes qu'on a observés ces dernières décennies, il n'y avait pas de pays d'accueil. Les gens sont prêts à partir, y compris s'ils doivent traverser la mer à la nage. Mais les Palestiniens, quand ils verront qu'ils vivent au milieu de cendres, ils ne se verront ni avec leurs enfants, ni avec leurs parents vivre là plus longtemps. Je rappelle que 80% des infrastructures ont été endommagées ou détruites. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'immeubles, il n'y a plus d'écoles, il n'y a plus d'hôpitaux, il n'y a plus de mosquées, même les cimetières sont ravagés. On ne vit pas là-dedans. Ça veut dire que la population pourrait se réduire par 10, de passer 2,4 millions. À mon avis, la bande de Gaza, dans cet état de destruction, ne pourra plus accueillir que 100 à 200 000 personnes. Ça veut dire qu'il y a plus de 2 millions de Gazaouis qui en fait sont condamnés à l'exil. Et ça, c'est particulièrement vicieux de la part de Netanyahou parce que c'est pas lui qui provoque un nouvel exode. Il met en place les conditions pour que les Palestiniens soient contraints à cet exode sans que
Netanyahou ait à le dire. Dans le chat, on a Choupsogen qui râle, qui dit 10 minutes de débat et toujours pas le mot colonisation, c'est merveilleux. Bon, à chaque fois qu'on parle d'Israël et de Palestine, vous nous refaites le même coup. On va parler de la colonisation si vous le souhaitez. Et on a Isaac qui nous dit, en même temps, c'est France Télé, c'est raté, vous êtes à Radio France, à la maison de la radio. Super Pampi, lui, mais on peut parler de colonisation si vous y tenez absolument. On en a beaucoup parlé dans les streams précédents et je pense que depuis tout à l'heure, c'est un peu sous-entendu, il me semble. On a Super Pampi qui dit, pourquoi c'est ce que vous disiez un petit peu, Guillaume, en fait. Mais Super Pampi posait la question au moment où vous parliez, qui dit pourquoi on s'arrête toujours à ce 7 octobre quand on parle de ce conflit? Pourquoi ne pas rappeler que ça fait 70 ans qu'Israël commet des exactions en Palestine et inversement d'ailleurs? Je pense que derrière la question de Super Pampi, il y a finalement, est-ce que ça n'était pas une aubaine un peu morbide pour Benyamin Netanyahou? Alors ça c'est on va dire c'est une reconstruction a posteriori parce que de toute façon quoi qu'il ait pu être fait avant parce que Guillaume parlait du livre du Premier ministre israélien. Oui, mais le 7 octobre de toute façon est alors la question est de savoir si c'est un prétexte. Oui, non, mais justement parce que là on rentre dans une logique complotiste. Alors il se trouve que c'est un peu comme la question du 11 septembre. On retrouve les mêmes paramètres en réalité, avec les mêmes similitudes, c'est-à-dire le fait que c'est une vraie fausse surprise. Il y avait beaucoup d'éléments qui pouvaient induire qu'il allait se passer quelque chose. Mais c'est pas pour autant, évidemment, que c'était un projet élaboré. Le choc, d'ailleurs, est là pour montrer que c'est une vraie surprise et une faillite stratégique. C'est une réalité. Et c'est pas pour rien que c'est un choc à tous les niveaux, des services de renseignement, de l'armée et des politiques. Donc, simplement, il y a un point de non-retour. Il y a un avant et un après le 7 octobre. Et c'est ça le problème, parce que les paramètres du conflit sont plus tout à fait les mêmes. Et on voit avec les excès, avec les dérives que c'est en train de prendre, précisément parce que c'est comme si les verrous avaient sauté. Et c'est ça qui est très préoccupant, et notamment là on retrouve la question du droit, qui est là justement pour remettre des paramètres, et ces paramètres sont aujourd'hui évanescents. Caroline ? Mais ça, c'est toute la grande difficulté du droit. Enfin, on le voit également en Ukraine. Il y avait déjà un conflit armé, en fait, il y avait déjà une situation d'occupation. Donc tout ça vient nourrir et est en train malheureusement de construire, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, les futures guerres de demain. Et le droit, il a quand même toujours aussi un temps de retard sur ce qui se fait. Et c'est extrêmement frustrant parce qu'il arrive après. Parce qu'il va falloir enquêter, il va falloir entendre les survivants, établir les faits. Et ça prend énormément de temps parce que pour l'instant, on n'est pas sur place, c'est extrêmement compliqué. Les humanitaires ont des accès difficiles, mais je ne parle même pas de la justice pénale internationale. Les magistrats ne sont pas sur place, les enquêteurs ne sont pas sur place. Donc c'est extrêmement lent et ça vient après coup, ce qui est extrêmement frustrant. Et puis le droit aussi, parce que la guerre a changé, les méthodes ont changé, on a de plus en plus de bombardements dans des zones urbaines. Tout ça fait l'objet de règles de droit qui doivent être construites pour l'avenir. Et je ne parle pas encore de l'intelligence artificielle ou des robots. Il va falloir également mettre des règles pour encadrer cela. Mais l'intelligence artificielle qui est mobilisée dans le conflit d'ailleurs, mais je laisse l'intelligence artificielle qui est mobilisée dans le conflit, notamment dans les ciblages. Dans les ciblages de la pire des manières. Oui, alors justement, parce qu'il y a une enquête israélienne d'un média israélien qui a montré qu'effectivement, il y avait des questionnements quand même problématiques sur l'usage de l'IA dans le cadre des conflits armés. Alors, je reviens 2 secondes sur le 7 octobre, sur les faits qui sont établis aujourd'hui, qui montrent bien d'ailleurs qu'on n'est pas... La comparaison avec le 11 septembre est extrêmement intéressante. On sait aujourd'hui que la préparation du Hamas a été longue et qu'elle a été faite par des éléments extérieurs. Ils n'avaient pas les moyens techniques de monter une opération aussi importante et surtout d'arriver à contourner les systèmes de capteurs et d'alerte et de commandement de l'armée israélienne. Guillaume, vous pouvez expliquer pourquoi c'était si compliqué, pourquoi ils ne pouvaient pas le monter tout seul? Parce que ce qu'on montre toujours comme image... Parce que effectivement, les images qu'on montre... C'est une bande d'émeutiers qui traverse une barrière et puis qui fonce. Non, dans la réalité, il y avait tout un système de protection, ou plutôt d'enfermement de la bande de Gaza qui a été mis en place par l'armée israélienne avec des détecteurs, des systèmes de commandement, des unités spécialisées qui étaient prêtes à intervenir. Et c'est tout ça qui a été neutralisé. Il y a eu une manœuvre cyber très importante. Il y a eu la neutralisation de systèmes de commandement qui étaient très sophistiqués, qui ne sont absolument pas, je dirais, à la hauteur technique du Hamas. Et on sait aujourd'hui qu'il y a eu
un entraînement et une aide très forte de la part des Iraniens. Et par ailleurs, on se souvient qu'un an avant le déclenchement du 7 octobre, le ministre des Affaires étrangères russe, Lavrov, va voir les chefs du Hamas. Personne ne comprend, ce n'est pas le Hamas qui va leur fournir des obus de 155 mm. Donc on s'est tous demandé à l'époque qu'est-ce qu'il était en train de trafiquer. Il faut se rappeler qu'il y a une connexion très forte entre l'attaque du 7 octobre et le fait que le front en Ukraine est en train de se renverser. Et donc pour Poutine, c'est crucial qu'il y ait un deuxième front qui s'ouvre et qui emmerde les Américains. Et d'ailleurs, les effets ne se sont pas fait attendre. L'aide américaine s'est quasiment stoppée instantanément en Ukraine parce que les Américains ont été obligés de se concentrer sur la protection d'Israël. Par contre, ce qu'on sait aussi aujourd'hui, parce que ça a été établi par des sources qui se croisent, c'est que Netanyahou a été prévenu à plusieurs reprises d'un fort risque d'intervention, ou plutôt d'action, de grande ampleur sur la bande de Gaza. Or, on sait très bien que Netanyahou ne l'a pas écarté parce qu'il voulait que ça se passe, il l'a écarté, je dirais, par connerie. Il l'a écarté parce qu'il a obligé les militaires israéliens à se concentrer uniquement sur la Cisjordanie, sur la colonisation de la Cisjordanie. Quand bien même ces militaires lui disaient, il y a vraiment un risque, et le fait que les Égyptiens et les Américains nous avertissent que le Hamas est en train de préparer quelque chose d'une certaine ampleur, normalement, Netanyahou aurait dû, s'il avait écouté ces conseils, dire ah, d'accord, on est obligé de détourner une partie des moyens, tant pis pour la colonisation en Cisjordanie. C'est un choix politique qu'il a fait, mais ça n'a jamais été un choix de on va profiter de l'événement du 7 octobre pour lancer autre chose. Non, ce qui est clair, c'est que c'est une vraie faillite stratégique, tout à l'heure on a utilisé le mot, de la part de la politique de Netanyahou qui était d'une grande brutalité, et qui faisait croire aux Israéliens que grâce à cette politique, il allait leur apporter de la sécurité. Or, jamais Israël n'a été confronté à une telle attaque de son histoire. Et donc, c'est bien une faillite de Netanyahou, et c'est ce qui explique peut-être aussi la violence de sa réaction, parce qu'il ne veut surtout pas être confronté à la responsabilité qu'il a dans le fait que cette attaque ait pu être commise, et que les Israéliens n'ont pas réussi à l'empêcher, alors qu'on sait que, comme dans un incendie, ce qui compte, c'est les réactions des premières heures. L'armée israélienne a réussi à réagir à peu près au bout de 4 heures. Au bout de 4 heures, c'est trop tard. On se rappelle de l'attentat du Bataclan, c'est fini. Les massacres ont été commis. Et donc, le drame est consommé. Et ça, c'est une très grave erreur de la politique de Netanyahou. Quant aux conspirationnistes, je vais leur envoyer à leur fantasme. La guerre fait suffisamment de dégâts pour croire qu'en plus, elle a été menée par ceux mêmes qui la subissent. Oui, non, ponctuellement d'ailleurs, pour aller dans le même sens, effectivement, pour la surveillance de la bande de Gaza, il avait déplacé des unités militaires, alors même qu'il avait été informé d'un risque potentiel émanant de Gaza. Et il les a déplacés en Cisjordanie à la demande des colons, en fait. C'était pour protéger les colons. Et là, on voit bien le logiciel qui est le sien. Donc là, on va dire c'est une logique politicienne. Mais sur le fond, de toute façon, il y avait une politique objective, une faillite, notamment dans le fait d'avoir favorisé le Hamas au détriment de l'autorité palestinienne. Mais c'est précisément pour justement faire le jeu des colons. Donc on voit que tout se tient et qu'en réalité, d'une certaine manière, il y a une fausse fatalité dans ce qui est arrivé. C'est-à-dire que logiquement, il devait y avoir malheureusement quelque chose de catastrophique qui s'est produit. Et il sait très bien que s'il y a une commission qui est mise en œuvre, et il y en aura une, il aura des comptes à rendre. Alors vous disiez tout à l'heure, est-ce qu'il peut être poursuivi en justice au niveau international, ça demeure évidemment un point d'interrogation, mais au niveau interne, il peut tout à fait, normalement, il risque la prison, tout simplement. S'il est plus Pomini, il le sait. J'aimerais aussi peut-être ajouter un autre élément et donner peut-être aussi une lueur d'espoir sur ce droit qui est violé, qui est bafoué. C'est quelque chose qui a été inventé dès les conventions de Genève de 1949, ça s'appelle la compétence universelle. C'est-à-dire que n'importe quelle juridiction dans le monde peut se saisir et dire moi je suis compétent pour ce type de crime. Pour ce type de crime, parce que cette personne, elle est aujourd'hui ressortissante de l'État français, elle réside sur le territoire français, et qu'on peut monter un dossier parce qu'elle a été victime dans un conflit armé. Et ça, c'est un élément important. Il y a eu certaines affaires qui sont en cours aujourd'hui en France au tribunal de grande instance de Paris, notamment sur le conflit armé en Syrie. Il y en aura d'autres sur l'Ukraine et sur ce conflit armé. Et ça, c'est très important. Et il faut que chacun des citoyens connaissent le droit international humanitaire pour s'en saisir, parce que c'est eux aussi qui vont pouvoir le défendre.
Delgaz nous demande quelle serait une bonne sortie de crise sur le long terme. Bon, on a envisagé le fait que c'était pas pour tout de suite la sortie de crise. Cela étant, vous avez peut-être un avis sur la question, madame, messieurs. Premièrement, d'un point de vue militaire, c'est de stopper cette guerre. On sait tous que la guerre, c'est une vallée de larmes et de sang. Là, ça fait plus de 7 mois qu'elle dure. C'est une impasse. C'est un non-sens d'un point de vue militaire et les destructions sont catastrophiques. Après, la solution, pour moi, elle est politique. Alors, elle est nécessairement politique. Hein. D'ailleurs, c'est bien ça dont l'administration américaine est consciente. C'est d'où les pressions qui sont de plus en plus marquées, que ce soit du conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan, du secrétaire d'État. Mais le problème, il est qu'aujourd'hui, on est dans une situation qui apparaît. Alors, je vais être un peu, pessimiste, mais qui apparaît à bien des égards inextricable. Parce qu'en réalité, c'est le viatique des deux États coexistants, l'un côté de l'autre. C'est le viatique du droit international, d'ailleurs. Depuis, c'est le viatique réaffirmé par l'administration américaine, par les Européens. Mais sur le terrain, et c'est le problème, c'est le résultat de 20 ans de colonisation, notamment pour la Cisjordanie, en réalité, la possibilité concrète de parvenir à cette solution à deux États devient de plus en plus difficile, non pas intellectuellement, déjà qu'elle l'est intellectuellement pour certains acteurs, mais concrètement sur le terrain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la viabilité d'un État, de deux États, apparaît très difficile à mettre en œuvre. Et effectivement, Netanyahou, le Premier ministre israélien, joue aussi sur le temps. Et le paradoxe de cette situation, c'est qu'il en arrive à un résultat que lui ne souhaiterait pas, c'est-à-dire la solution à un seul État. Sauf à considérer qu'il y ait une expulsion des Palestiniens d'un unique État en question. Alors, moi, je pense qu'il y a aussi certains vecteurs qui vont être déterminants dans les prochaines semaines. Il y a quand même une pression assez forte des organisations humanitaires qui réclament un cessez-le-feu et un accès humanitaire. Elles sont toutes alignées là-dessus. Il y a également aujourd'hui la justice pénale internationale qui s'en mêle. D'un côté, la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Et puis, il y a un moment important qui se passe actuellement en Normandie avec des représentants de l'État qui se parlent, la présence quand même de l'Ukraine aussi. Donc, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place, à mon avis. Et puis, il y a également, je pense, la voix des survivants, des familles, qui se fait entendre et qui n'a pas fini de se faire entendre. Donc ça, ce sont des vecteurs qui peuvent permettre une pression, en tout cas, rajouter une pression, donc, en plus du politique, en plus de la diplomatie humanitaire, en plus du volet politique et du juridique. Donc on voit bien que tous ces vecteurs se mettent en place et peuvent permettre de dégager quelque chose ou un acteur, un intermédiaire qui va ouvrir la voie pour une négociation. David, je vous vois dubitatif. Non, sur le fond, c'est une nécessité. Hein. C'est la question d'ailleurs, c'est pour ça que Joe Biden a parlé d'une autorité palestinienne revitalisée pour qu'il y ait une alternative, qui soit crédible. Parce que pour l'instant, il n'y en a pas, c'est le problème, justement. Et ça fait le jeu, évidemment, de Netanyahou. C'est le fait qu'il n'y ait pas... L'alternative, c'est que si c'est le Hamas, c'en est pas une. Et donc, effectivement, l'enjeu, c'est là-dessus, qui a été renouvelé d'ailleurs par le président français, en parlant d'une autorité renouvelée, justement. C'est le véritable enjeu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de nouveaux interlocuteurs de part et d'autre pour tracer un horizon politique. Il n'y a que ça qui peut effectivement offrir une sortie de crise potentielle, même si ça sera très difficile à mettre en œuvre, parce qu'on est loin de ce qu'on appelait les accords d'Oslo de 1993. On en est très loin. La situation sur le terrain a beaucoup changé, mais c'est effectivement la seule solution. Les célibataires dans le chat, salut célibataire, merci d'être avec nous, merci pour ta question qui pose une question très simple, est-ce que Benyamin Netanyahou compte bombarder le Liban? Question pour vous Guillaume. Alors, le problème c'est qu'il vous n'êtes pas Madame Irma, vous n'êtes pas de boule de cristal, hein. Est-ce qu'il peut le faire, est-ce qu'il aura intérêt à le faire? La question est intéressante, mais il le fait déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà des bombardements du sud Liban, il y a déjà eu des actions autour de Beyrouth. Pour l'instant, il ne bombarde pas massivement. Et surtout, le Hezbollah ne déclenche pas une offensive. Parce que je rappelle que contrairement au Hamas, le Hezbollah a une vraie armée. Et là, c'est pas du tout le même conflit dont on parle. Hein. Là, quand Netanyahou nous explique que les bataillons du Hamas, c'est une plaisanterie. Il n'y a jamais eu de structure organisée dans le Hamas. C'est une armée de fantômes, de miliciens, chaotiques,
totalement, pardon du gros mot, bordélique. Et c'est pour ça qu'on a été très étonné de l'attaque coordonnée du 7 octobre, parce qu'encore une fois, ce n'était pas à leur portée. Ce n'est pas à la portée d'un truc qui est totalement anarchique dans son organisation. Et donc je rappelle que les chefs ne sont pas sur la bande de Gaza, mais au Qatar. Donc on voit bien que c'est une organisation tentaculaire et je dirais presque sur un mode de fonctionnement mafieux. Alors que le Hezbollah, c'est une armée très classique, très conventionnelle, avec des chars, avec de l'artillerie, avec des missiles, avec des soldats qui sont organisés, structurés. Et donc s'il y avait une guerre qui se déclenchait contre le Hezbollah, ce que pour l'instant l'Iran a retenu, parce que les Américains ont prévenu qu'ils n'accepteraient pas que le conflit escalade. La question, c'est jusqu'où va aller Netanyahou pour essayer de provoquer cette guerre, alors que manifestement, le Hezbollah a comme instruction de l'Iran de ne pas aller plus loin à ce stade. On a eu très peur quand il y a eu l'échange de missiles entre Israël et l'Iran. On se souvient quand même qu'il y a eu une provocation de Netanyahou, alors que son état-major avait prévenu que tirer en Syrie sur un local considéré comme un local diplomatique par la Syrie, c'était une provocation. On se souvient que la vague de 300 lanceurs qui ont été tirés contre Israël était clairement chorégraphiée, c'est-à-dire que les Israéliens avaient été prévenus, les Américains ont mis en place une bulle de protection qui a permis de ne pas saturer le dôme de fer, mais le message était très clair de « on pourrait faire bien pire et vous ne pourriez pas contrer ». La réponse d'Israël a été intéressante, parce qu'elle a été très discrète. Israël a tiré simplement quelques drones à partir du territoire de l'Iran, juste pour rappeler à l'Iran que si on jouait à ça, le territoire iranien est 70 fois plus vaste que le territoire israélien et serait incapable de se défendre contre une vague de missiles. Donc on voit bien qu'il y a des possibilités d'escalade dans la région sans fin. Est-ce que c'est vraiment leur intérêt d'aller là? Et c'est là où Netanyahou est inquiétant, parce que je pense que dans sa logique jusqu'au boutiste, il est prêt à lancer, ne serait-ce que pour entretenir la guerre. David ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une incrémentation des frappes et des répliques. Et là, ce qui est nouveau, alors effectivement, on va dire le Hezbollah a fait preuve pour l'instant de ce qu'on peut qualifier de patience stratégique, à l'instigation de Téhéran, qui est dans un calcul rationnel au niveau régional. Mais quand on regarde ces dernières semaines, et particulièrement ces derniers jours, il y a quand même des éléments qui sont inquiétants, notamment le fait qu'il y a l'utilisation par le Hezbollah de nouveaux types de drones. Et ce qui peut accentuer la difficulté, c'est que aujourd'hui, Tsahal n'a plus tout à fait le monopole de la maîtrise du ciel. Et ça, c'est quelque chose qui est un vrai problème pour les Israéliens. Et ça peut être un élément aussi qui peut enclencher une dynamique militaire, parce que c'est considéré comme inacceptable. Schninkel vous demande davantage qu'à moi. Est-ce que ce conflit aura un réel impact, un impact important sur l'Europe? C'est la dernière question et après je vous libère, je vois qu'on a passé l'heure. Peut-être pour vous, Caroline? Oui, on le voit déjà en fait. Le conflit armé, il est en quelque sorte exporté sur notre propre territoire. On en parle, on s'empare de la question. Il y a énormément de débats. On voit également de plus en plus d'éléments qui viennent perturber via des ingérences. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui va devenir omniprésent. C'est une nouvelle manière aussi de faire la guerre. Donc c'est ça le risque aujourd'hui. Et c'est important peut-être aussi de rappeler, attention, ce droit international humanitaire dont on parle, il se passe dans les zones de guerre. Et aujourd'hui, on est encore dans une situation de paix. On n'est pas dans une situation de conflit armé en France. Et il ne faudrait pas que ce droit s'applique, parce qu'il n'est pas protecteur, il ne protège pas tout le monde. Il autorise le combat, le fait de tuer, le fait de blesser. Et ça, c'est important de le rappeler aussi. 19h02, passé de 23 secondes sur France Info, c'est l'heure du mot de la fin, chers amis. Le mot de la fin, David. Le mot de la fin, il faudrait que ce soit la fin des conflits. Mais pour l'instant, on en est loin. Les paramètres ne sont pas réunis. Et c'est ça qui évidemment, est préoccupant aujourd'hui. Guillaume Ancel, le mot de la fin? Moi, ce que je souhaite, on est en train de commémorer le 80e anniversaire du débarquement des Alliés en Europe. Et on est face à une autre guerre, c'est la guerre en Ukraine. On ne pourra pas la régler si on n'arrive pas à éteindre ce conflit-là. Le conflit du Proche-Orient est intimement lié
au conflit en Ukraine et à notre capacité à gérer plusieurs conflits. Donc pour moi, il y a une urgence absolue au fait qu'il faut sortir de cette confrontation armée. De toute façon, elle n'apportera aucune solution au sujet politique éminemment historique et complexe que connaît le Proche-Orient. Mais cette guerre ne résoudra rien. Caroline, le mot de la fin. Et puis pour terminer, donc je vous ai dit une centaine de conflits armés aujourd'hui. On n'en a jamais eu autant, avec des besoins humanitaires qui sont monstrueux. Donc attention à ce qui va se passer prochainement. On est en train de construire notre futur. Et le regard, il va se tourner soit vers la guerre, soit vers la paix. Il va falloir faire des choix. 19h03, passé de 36 secondes. Merci Caroline Brandao, merci Guillaume Ancel, merci David Rigoulet-Hérault. Je vous remets entre les mains de Mathis, qui sont des mains bienveillantes, agiles, lestes et sympathiques. Je vous chasse du plateau, Manu Militari in extenso. Merci d'avoir passé cette heure avec nous, d'avoir répondu aux questions du chat.